D'où vient cette idée qu'il y aurait une fin des partis? Alors c'est une idée qui n'est pas spécifiquement française, mais qui a été beaucoup évoquée à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, et d'une certaine façon à raison, puisque un candidat qui n'avait pas de soutien d'une structure partisane ancienne et conséquente a réussi à devenir président de la République en créant une structure très souple de supporters, avec collecte de moyens financiers auprès de divers donateurs, certains assez aisés, et a réussi à faire exploser ce qui apparaissait jusqu'alors comme une espèce de plafond de verre, c'est-à-dire obligation quand même pour pouvoir prétendre à arriver à ce niveau de disposer d'un soutien fort d'un parti politique. Et quand on regarde les candidats évidemment qui ont réussi à arriver à l'Élysée, Emmanuel Macron tranche complètement. Il tranche aussi par le fait qu'il a réussi dans la foulée à investir des candidats qui, sur la base de ce seul soutien personnel, en quelque sorte, ont été capables d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Si on ajoute à ça le fait que l'élection de 2017 se caractérise aussi par la très bonne performance de Jean-Luc Mélenchon, qui en 2012 avait bénéficié du soutien du Parti communiste et puis du parti qu'il avait créé en 2008, le Parti de gauche, et avait décidé de jouer en quelque sorte une carte très solitaire, là aussi en s'appuyant beaucoup sur les réseaux sociaux et en mobilisant une population dont une bonne partie n'avait pas d'expérience militante. On voit bien que en France, les partis ne semblent plus, en quelque sorte, des outils indispensables pour conquérir ce qui est la position la plus convoitée, la plus prestigieuse de la vie politique et du champ politique, et avec pour conséquence derrière de pouvoir aussi gouverner, parce que c'est bien ça. On va dire, ce qui est exceptionnel dans la performance d'Emmanuel Macron, c'est pas seulement d'avoir, au fond, par un effet de circonstances favorables, réussi à se faire réaliser, mais c'est de créer un pôle de gouvernement avec des députés qui lui sont fidèles. Donc à partir de là, beaucoup ont pris appui sur cet événement complètement imprévisible. Je pense que si on avait envisagé 5 ans avant une telle hypothèse, beaucoup auraient souri, voire ri de cette performance. Beaucoup donc ont pris prétexte de cet événement pour dire effectivement, bon voilà, ça annonce bien la fin des partis. Bon. Alors, les gens les plus sérieux, on pourrait dire, qui avancent ce diagnostic, s'appuient aussi sur des exemples à l'étranger. Hein. On a vu en Italie la victoire à la fois du mouvement 5 étoiles, qui est là aussi une plateforme qui rassemble des groupes locaux, mais qui est quand même essentiellement construit au départ, en tout cas autour de la figure charismatique de Beppe Grillo, qui est un humoriste et qui n'est pas un politicien aguerri et professionnel. On a vu aussi la transformation et la victoire incroyable de la Ligue aux élections italiennes à partir de 2015, là aussi sur un parti très personnalisé qui avait brutalement changé complètement de ligne et réussi à percer justement dans la vie politique italienne, en Espagne avec Podemos, avec Ciudadanos. Donc beaucoup de politistes, mais aussi d'observateurs de la vie politique, considèrent que les nouveaux modes de communication, l'extrême personnalisation désormais qu'elle autorise et qu'elle accélère de la vie politique, ouvrent la voie, effectivement, à une nouvelle ère dans laquelle les partis politiques finalement cesseraient d'avoir le rôle qu'ils avaient jusqu'alors, c'est-à-dire un rôle de construction de programmes, un rôle de sélection de dirigeants et de dirigeantes politiques potentiels, et un rôle de mobilisation à travers notamment, quand il s'agit de campagne électorale, de moyens militants et financiers. Il faut bien voir ce que cette situation a quand même, malgré tout, de très spécifiquement français. Et de bien voir aussi prendre en compte ce qui s'est passé après 2017, d'où le point d'interrogation, c'est-à-dire comment imaginer effectivement gouverner dans la durée sans pouvoir s'appuyer durablement sur une structure permanente qui permette à la fois de coordonner l'action gouvernementale, l'action des parlementaires, mais aussi de promouvoir la politique
politique conduite par le gouvernement dans la population, bien évidemment, on a du mal à imaginer que ce travail ou ces activités puissent simplement être réalisées par une activité communicationnelle des ministres ou du président de la République, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que, évidemment, la République En Marche, au départ une association, finalement s'est inscrite dans la durée, des statuts ont été adoptés, des moyens financiers importants grâce à l'aide publique d'État ont permis de développer un certain nombre d'activités de communication, mais aussi de fidéliser des adhérents qui ne sont pas tous des internautes intermittents, une enquête l'a montré. Et évidemment, ce parti présidentiel nouveau, car il faut bien l'appeler un parti, je ne vois pas très bien ce que ça peut être d'autre, même si sa forme, son organisation diffère sans doute des partis traditionnels, a aussi essayé de présenter des candidats aux élections régionales, municipales, locales, européennes, et montrer à quel point finalement un parti, ça rester en quelque sorte un instrument essentiel pour pouvoir durer en politique et pas simplement rafler à la faveur de circonstances favorables effectivement un trophée politique. D'où ce point d'interrogation qui est en fait une invitation à questionner finalement la place et l'évolution de la place des partis politiques dans la compétition politique et de manière plus générale dans la transformation des intérêts et des opinions en orientation programmatique et en action publique. La Ve République, évidemment, par le général de Gaulle, est conçue comme un régime contre les partis politiques au sens, on pourrait dire, du régime parlementaire, c'est-à-dire les régimes parlementaires sont des régimes où les partis, on le voit en Allemagne, on le voit en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, restent essentiels puisque c'est eux qui négocient la composition des coalitions gouvernementales. Quand en plus il peut y avoir des scrutins proportionnels pour désigner les députés, c'est encore plus net. Hein, donc voilà, la Ve République est d'emblée effectivement conçue, alors elle ne va pas se réaliser exactement tout de suite sur ce modèle-là, mais assez rapidement néanmoins, conçu comme une machine effectivement à asservir les parlementaires et donc les groupes politiques et les partis politiques à cette logique effectivement du pouvoir présidentiel et du pouvoir exécutif gouvernemental. Alors les partis ont bien résisté à cela pendant plusieurs décennies dans le sens où eh bien, les élections législatives restaient quand même des élections très très importantes et n'étaient jamais totalement gagnées d'avance et pouvaient effectivement faire basculer en quelque sorte la majorité sans avoir à conquérir nécessairement le mandat présidentiel. C'est ce qui a failli se passer en 1967 où la majorité à l'Assemblée n'est que d'une voix en faveur de la coalition gouvernementale gaulliste. C'est ce qui s'est passé ensuite à travers diverses cohabitations en 1986 et en 1997. C'est ce qui avait failli déjà aussi se passer en 1978 aux législatives où Giscard d'Estaing s'attendait effectivement. Bon. Donc les partis continuaient en quelque sorte d'avoir un rôle très important parce que les élections législatives finalement étaient au moins aussi importantes que l'élection présidentielle. Cet alignement en quelque sorte des deux élections et cette subordination de l'élection législative sur l'élection présidentielle est quelque chose qui s'est fait peut-être à partir de 81, mais avec des hoquets, puisque on le voit, le septennat de François Mitterrand a été courté par une cohabitation, en 93 de la même façon, puis de nouveau en 97 après la dissolution ratée, comme on dit, de Jacques Chirac. Donc on voit bien que l'élection législative peut encore être un moment où une majorité gouvernementale remplace une autre. Depuis 2002 et l'inversion du calendrier et le quinquennat, on a l'impression effectivement que, y compris beaucoup d'électeurs, ce qui est quand même effectivement un vrai mystère, ont intégré le fait que l'élection présidentielle est le moment où tout se joue, avec comme effet le fait qu'une fois que le président est élu, eh bien les opposants à sa candidature se désinvestissent, ne participent que très minoritairement à l'élection législative qui suit, et il est quasiment assuré, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, probablement non, d'avoir une majorité absolue qui suit derrière, et ce qui évidemment confère à l'élection présidentielle un rôle absolument central. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que, évidemment, tous les prétendants à l'exercice du pouvoir aujourd'hui
considèrent que c'est au moment de l'élection, c'est en gagnant l'élection présidentielle qu'on, évidemment, emporte le trophée le plus prestigieux. Et pour gagner l'élection présidentielle, certes, il faut avoir besoin d'un parti politique, mais il faut quand même d'avoir un capital personnel, une notoriété, une autorité, un charisme. Et du coup, effectivement, cette forte prééminence de l'élection présidentielle renforce la personnalisation qui existe aussi dans d'autres régimes, mais à un point beaucoup moins important, au sens où cette personnalisation n'est pas simplement symbolique, elle se traduit aussi par le fait que les partis politiques ont été amenés à se transformer de l'intérieur, à devenir souvent des agrégats d'écuries de présidentiables, en lutte les uns avec les autres, qui évidemment ont un intérêt majeur à se démarquer de chaque candidat et donc à ne pas travailler au fond à élaborer un programme commun à l'intérieur de ce même parti, n'ont pas intérêt non plus à ce que ces militants, on pourrait dire, se fondent dans une même entité. Et donc ça a des conséquences très concrètes sur le fait que les partis ont été progressivement désinvestis comme étant des lieux de production programmatique au profit de clubs, de micro-partis, d'écuries présidentiables, avec des phénomènes, effectivement, on pourrait dire, de curialisation, comme disait Elias, c'est-à-dire que de petites cours se forment autour de quelques leaders qui les promeuvent, qui vont chercher des soutiens et des reconnaissances à l'extérieur. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs les partis politiques français à devoir finalement prendre en quelque sorte acte de cette évolution et à épouser le système des primaires, qui était une manière de dire, bon, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas, entre nous, arbitrer en faveur de quel est le meilleur candidat, sauf à se déchirer, et puisque de toute façon, c'est le capital personnel qui est aujourd'hui déterminant et le capital partisan est annexe, eh bien, à ce moment-là, il faut profiter effectivement d'une onction, ou il faut bénéficier d'une onction populaire, large, pour pouvoir donner le maximum de chances aux candidats et, au fond, nous protéger de la division en externalisant la tâche de sélection du candidat présidentiel. Alors, ça a marché plutôt bien en 2012 pour le Parti socialiste, ça a failli très bien marcher pour l'UMP de l'époque, devenu les Républicains depuis, en 2016, et puis patatras, aujourd'hui on considère que les primaires finalement ne fonctionnent pas. Mais on voit que la personnalisation reste très forte puisque les partis se révèlent aujourd'hui en France, à l'exception du Rassemblement national, ce qui mérite quand même d'être pointé, en grande difficulté lorsqu'il s'agit pour eux effectivement de désigner le candidat et ils n'ont pas la maîtrise finalement de la désignation de cette candidature, ce qui a tout un certain nombre de conséquences ensuite sur les candidats qui sont désignés et élus, dans le sens où ils vont s'émanciper, où ils se sentent totalement libres par rapport aux contraintes partisanes et notamment aux orientations programmatiques, mais aussi à la promotion des idées, mais aussi des hommes de ces organisations. Et donc, effectivement, cette présidentialisation à la française a comme effet, aujourd'hui, un profond affaiblissement des organisations qui continuent effectivement de survivre et de vivoter, qui ont d'autres fonctions que, notamment, de gestion des carrières locales, de coordination, mais qui néanmoins, effectivement, se voient de plus en plus poussés finalement aux marges de la vie politique, ce qui est assez étonnant à ce niveau quand on compare la situation française à la situation d'autres démocraties anciennes. On retrouverait plus d'analogies probablement avec ce qui se passe dans des pays d'Europe centrale et orientale, et de l'ancien bloc communiste, et puis peut-être dans certains pays d'Amérique latine, mais disons à l'échelle des partis, des démocraties occidentales, la France se caractérise sans doute aujourd'hui par un affaiblissement beaucoup plus fort des partis politiques qu'ailleurs. Est-ce que c'est une situation, on va dire, transitoire, ou est-ce que c'est une situation qui est amenée à se développer? C'est-à-dire qu'effectivement, pour gagner des élections locales, régionales, départementales, il faut pouvoir compter sur des candidats et des élus, comme on dit, bien ancrés, bien implantés, connus. Voilà. Donc c'est là, effectivement, que les vieux partis politiques, ou les partis politiques anciens,
le Parti socialiste, mais aussi le Parti communiste, qui reste un parti qui compte, alors même si les dernières élections locales y ont été très défavorables, mais continue de s'appuyer sur un réseau d'élus locaux bien supérieur, par exemple 4 ou 5 fois supérieur à celui du Rassemblement national. Donc on voit bien qu'il y a une inertie très forte qui fait que les vieux partis politiques peuvent encore compter sur cet enracinement parce que la rotation ou le renouvellement des mandats électoraux locaux est évidemment moindre qu'au niveau national, parce que généralement, lorsqu'on tient, comme on dit, une ville, un département, un territoire, une région, on arrive, grâce aux politiques publiques qui sont menées, grâce à la notoriété ou le prestige que peut conférer éventuellement l'exercice de ses responsabilités, à pouvoir amortir les chocs des alternances ou des élections intermédiaires. C'est encore plus facile lorsqu'on ne participe pas au gouvernement national, puisque là, évidemment, on est protégé d'un effet de sanction. Et on l'a vu qu'aux dernières élections régionales comme municipales, les partis sortants, socialistes, communistes à gauche, centristes et républicains à droite, finalement, n'étant pas vus comme responsables ou perçus comme responsables de ce qui était en train d'être mené au niveau gouvernemental, ont réussi assez bien à conserver leur position, voire à les conforter. Donc, d'une certaine façon, on pourrait très très bien imaginer un système politique où finalement le contrôle des territoires locaux ou de positions locales sans participation au pouvoir national permettent du coup plus facilement de conserver ces positions. Alors, évidemment, cette vision des choses suppose de se demander qu'est-ce qui fait que des élus locaux ont encore intérêt éventuellement à rester fidèles à leur parti politique. Parce que si évidemment une déconnexion croissante apparaît entre le jeu politique central et les jeux politiques périphériques, les élus vont très vite voir qu'ils ont éventuellement peu de bénéfices finalement à afficher une affiliation partisane, à être contraints par des contrats de coalition ou des accords de coalition passés par le Parti national qui ne correspondraient pas éventuellement aux rapports de force locaux. Et la probabilité effectivement non négligeable apparaît qu'un certain nombre d'entre eux s'émancipent de plus en plus des contraintes partisanes et, au fond, cherchent tout au plus une espèce de paix armée avec un parti politique, c'est-à-dire la certitude que ce parti ne lui envoie pas un candidat adverse, mais ne tiennent plus du tout compte, finalement, des orientations programmatiques, d'alliances notamment. Bon. Et c'est d'ailleurs ce qui est apparu et ce qui apparaît de plus en plus. Quand on regarde les dernières élections municipales ou régionales, on voit que les coalitions, alors c'est tout le cas à gauche, on pourrait dire la droite tient mieux d'une certaine façon, en particulier parce que les alliances avec le Rassemblement national restent frappées pour raison d'une interdiction morale. Mais on pourrait imaginer à terme que l'affaiblissement du Parti républicain au niveau national, des républicains au niveau national, conduisent un certain nombre de hiérarques régionaux ou locaux à faire des alliances ponctuelles avec le Rassemblement national sans se soucier de l'impact que pourrait avoir cet accord sur l'image nationale du parti. Si le parti n'est plus capable ou n'est plus vu comme capable de pouvoir remporter les élections nationales, à quoi bon se lier en quelque sorte les mains ou se sacrifier localement ou régionalement pour un gain peu escompté. Et on a vu à gauche aux dernières élections que tantôt le Parti socialiste s'alliait avec les écologistes, tantôt avec le Parti communiste, tantôt avec les deux, parfois des insoumis rejoignaient la coalition, dans d'autres cas les écologistes étaient alliés avec les insoumis contre les socialistes et les communistes. Enfin bref, on se rend compte que cette absence effectivement de perspective de gain des partis politiques au niveau national a immanquablement à long terme, ou même à moyen terme, comme effet un relâchement des disciplines, c'est-à-dire un relâchement des logiques de fidélité. On a vu à Paris, par exemple, que la campagne d'Anne Hidalgo s'était faite par une structure ad hoc,
pas totalement évidemment indépendante du Parti socialiste, mais quand même indépendante, qui a permis à Anne Hidalgo, par exemple, d'imposer la candidature d'Audrey Pulvar aux élections régionales, alors que le Parti socialiste soutenait la candidature de Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Enfin bon, et le Parti socialiste est obligé de se soumettre. Et on voit du coup effectivement le risque pour les partis politiques que, eh bien, chaque baron ou baronne, en l'espèce, eh bien, devienne maître dans son fief et impose finalement son programme, ses choix stratégiques, sa stratégie de campagne, ses candidats à des partis qui n'ont plus l'autorité suffisante et les moyens de pression évidemment suffisants pour pouvoir effectivement réorienter le jeu politique dans un sens d'une coordination nationale. Donc tant que les partis effectivement auprès de franges, disons, d'électeurs suffisamment nombreuses continuent d'être des repères utiles, voire indispensables pour certains pour voter, il est risqué effectivement que les élus ne s'en émancipent trop. Et on voit bien que en France, et pas seulement en France, il est très compliqué d'imaginer un système de parti national, central plus exactement, pour parler qui soit complètement déconnecté des systèmes de partis locaux. Ça peut exister quand il y a des identités territoriales fortes, je sais pas, prenez le cas de la Corse ou des territoires d'outre-mer où les partis sont très largement indépendants, voire ont des dénominations spécifiques et une vie politique spécifique, mais ailleurs, les électeurs, lorsqu'ils votent, combine à la fois des attentes locales, régionales et des attentes nationales et idéologiques. Et donc évidemment, imaginer une vie politique qui soit locale, je parle, qui soit complètement départisanisée, est probablement très compliqué du fait, au fond, de la faible force des identités locales et régionales en France dans beaucoup de villes et de régions. On voit effectivement que tout indique que la déflagration de 2017 continue, on pourrait dire, d'avoir des effets ou des vibrations souterraines sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque bon, le Parti socialiste, qui a été défait, mais de manière cinglante en 2017, n'a pas été capable, pour dire, de se remettre au centre du jeu politique de la gauche, n'a pas été capable non plus de construire un leader ou de proposer à la fois un programme et un leader capable de s'imposer comme un candidat à l'élection présidentielle. Son premier secrétaire a opté pour une alliance ou pour un retrait possible de sa candidature au profit d'un autre parti qui a divisé son parti et qui a conduit Anne Hidalgo à se déclarée candidate sans passer par les procédures. Jean-Luc Mélenchon continue, en dépit des échecs électoraux quand même assez importants de la France insoumise, européenne, aux municipales, aux régionales, continue de jouer sa carte personnelle et probablement va développer une nouvelle stratégie de positionnement, mais continue de se présenter, donc on pourrait dire, contre les partis. Les écologistes pensent que leur tour est venu et donc vont aussi probablement présenter un candidat, mais recours aux primaires pour désigner un candidat. Donc, d'une certaine façon, externalisent le choix, prennent le risque de l'externalisation du choix de leur candidat, et qui est un gros risque auprès de 120 000 électeurs qui sont inscrits, dont personne ne sait très bien qui ils sont. Et donc, on peut là aussi avoir une surprise, mais qui montre bien que le parti n'est pas capable lui-même d'être suffisamment puissant pour, j'allais dire, désigner un candidat qui porte le programme du parti de façon claire. Donc on est plutôt, et à droite, au sein des Républicains, j'allais dire, c'est la pagaille. Ils sont complètement perdus, évidemment, face à la candidature de Xavier Bertrand qui affirme ne pas jouer le jeu des primaires, et donc du coup on ne peut pas véritablement envisager cette solution, mais on l'envisage quand même, donc on ne sait pas comment départager les candidats, et on s'en remet donc au sondage, et donc à la popularité, à l'opinion, aux médias, à la construction médiatique. Donc tout ce
qui, pour l'instant, apparaît, c'est quand même effectivement une prolongation de la dépossession des partis politiques de l'élection présidentielle, à l'exception du Rassemblement national, qui mérite effectivement qu'on s'y penche, puisque au fond, bien sûr, c'est aussi le programme, le positionnement qui séduit les électeurs et qui fait la force du Front National. Mais il faut quand même aussi s'interroger sur le fait que le Front National, Rassemblement National désormais, bénéficie quand même d'un parti politique très uni. Avec des mécanismes sans doute très peu démocratiques, mais le Front National a été confronté à la fin des années 90 à un grave conflit avec une scission, donc il y a aussi des courants internes qui sont très forts, et pour l'instant, effectivement, la force du Front National, devenu Rassemblement National, c'est au fond d'avoir une candidate qui présente le programme de son parti et bénéficie du soutien de son parti. Et donc, alors, sauf candidature extérieure comme celle peut-être de Zemmour, d'Éric Zemmour ou autre, qu'on lui met en quelque sorte dans les pattes, mais elle a le monopole, d'une certaine façon, de fait, du coup, de la parole... on pourrait dire national populiste, voilà. Et donc, évidemment, c'est une force considérable, même s'il y a toujours des velléités avec Dupont-Aignan, etc. Enfin, bon, la droite essaie aussi de lui mettre à chaque fois des candidatures dans les pattes, mais le parti tient bon. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais force est de constater finalement que les deux candidats qui sont aujourd'hui en tête des sondages, l'un s'appuie sur l'État, sur les positions gouvernementales et tout ce que ça donne effectivement comme possibilité de communication, mais aussi de satisfaction d'intérêts politiques et de clientèle. Et puis l'autre, sur un parti politique qui n'est certes pas un parti qui compte des centaines de milliers d'adhérents, probablement entre 70 et 80 000, mais très soudé, avec une identité partisane très forte. On disait que le Front National c'est Le Pen, mais on a bien vu que c'est pas que ça. Depuis l'existence du parti, il y a effectivement une identification qui se fait pas simplement à la personne, mais aussi à l'étiquette et à l'identité partisane. Et cela devrait probablement amener les autres adversaires politiques à réfléchir quand même sur l'importance qu'il y a à se doter et à recréer, à imaginer aussi des nouvelles formes de mobilisation partisane, mais pérennes, durables, qui ne soient pas simplement des structures ad hoc utilisées pour mobiliser au moment de l'élection présidentielle. Donc là, on a effectivement, on pourrait dire, un enseignement probablement aussi à tirer sur le fait que, pour revenir à la première question, les partis, le point d'interrogation sur la fin des partis, non seulement je ne crois pas à la fin des partis, mais en plus, quand on regarde et on analyse bien le champ politique, on voit qu'en France, mais aussi ailleurs, pouvoir avoir l'appui d'un parti à forte identité avec un enracinement social fort reste un excellent capital politique.